Grégoire? Je viens de le faire à l'instant. Tout le monde aura un avertissement comme de quoi on est enregistré pour la protection de la confidentialité. Excellent. Alors, un immense merci à M. Grégoire et à l'équipe du REFAD pour cette invitation-là. Nous devions participer au colloque à Edmonton avec les circonstances actuelles. Bien, on sait ce qu'il en est. On devait avoir un atelier midi en votre compagnie à la fin juin, le 25 juin. Puis, bien, M. Grégoire m'a écrit la semaine dernière pour dire bien, on aura une place possible, une plage horaire qui s'est ouverte pour vous aujourd'hui. Donc, avec l'agilité de notre équipe, de notre jeune équipe formée depuis 2018 seulement, comme monsieur mentionnait. Alors, on a dit oui, on saute sur l'occasion. C'est une période qui est très intense, qui est très fébrile pour nous parce qu'on dévoile publiquement nos premiers développements technologiques dans le but de modifier la plateforme Moodle, d'améliorer les fonctionnalités déjà existantes. Donc, un grand merci pour cette invitation-là. C'est une belle chance pour nous de communiquer tout ça à la communauté francophone en formation à distance au Canada. C'est une belle opportunité. Alors, je me présente. Mon nom est Nathalie Ange. Je suis entourée aujourd'hui d'Yvon Kemner et d'Étienne Roy. Ce sont deux de mes collègues. Nous avons également Gustavo Bazot, qui est un analyste informatique dans notre équipe SNFAD, Service national du récit de la formation à distance. Et nous avons également Claudine Jourdain, qui est notre collaboratrice à la formation générale adulte. Et nous avons d'autres collaborateurs là, qui se joignent à nous, des enseignants, etc. Je vais vous partager mon écran avec la présentation sur laquelle nous allons nous pencher ensemble aujourd'hui. Donc, dans quelques instants, partager, j'y suis. Présentation. Vous devriez maintenant voir mon écran. Vous me confirmez avec votre pouce? Comme ça, oui? Vous voyez mon écran de partage de l'atelier? Merci. Moi, je vais déplacer cette fenêtre-là pour avoir plein écran. Alors, réinventé par le Service national du récit de la formation à distance dans le but de produire des cours en ligne adaptés au secteur des jeunes. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, la présentation, elle est là et elle est également disponible pour vous. Donc, si vous suivez le lien monurl.ca/récifad, REFAD 20, vous allez avoir accès à la présentation de Géali qui est là. Je vous laisse quelques secondes, parce qu'il y en a, je sais, qui aiment ça l'avoir à l'écran en même temps. Et voilà, nous y sommes, Nathalie, Yvon, Étienne. Je vous invite également à naviguer éventuellement sur notre site web, récifad.ca, et à suivre nos publications sur Twitter. Tout au long de la présentation, vous pourrez prendre une petite pause et vous rendre sur ce lien. Parce que pour nous, c'est intéressant de savoir qui était présent avec nous aujourd'hui. Alors, si ça vous tente d'aller remplir ce petit document-là, liste des participants, votre nom, votre poste. Donc, pour nous autres, c'est très enrichissant. Je retourne ici. Notre équipe a une vision particulière des choses que je résume par cette citation-là de Marc Lévy. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. Alors, notre équipe a en tête un paquet de façons de faire les choses autrement en formation à distance. Et on a un magicien qui est Gustavo, notre analyste informatique, qui, lui, comprend tout ça et va l'exprimer informatiquement et créer les codes qu'il faut pour faire, mettre en relief tous les rêves qu'on peut imaginer. On est inspiré de ce que les concepteurs de cours, j'en parlais un peu plus tard dans la présentation, les concepteurs de cours mandatés par le ministère, en fait par le récit au ministère de l'Éducation. Donc, ils nous ont exprimé des besoins et nous autres, ça leur fait germer des idées. On a dit, on pourrait produire tel outil, on pourrait produire telle ressource, etc. On pourrait faire en sorte que Moodle devienne totalement wow. Je vous présente le survol ici. Alors, je vais vous parler de ces fameux cours-là produits par le récit, les enjeux qui ont conduit à nos développements techniques, nos outils, donc nos développements techniques, nos logiciels, nos plugins, pour employer d'autres expressions, les suites de développement,
comment on en est arrivé à ce projet pilote-là de formation à distance? Et on conclut avec nos articles, infographies, etc., qui sont publiés, qui sont disponibles pour tous. Et je sais que des gens dans le clavardage, peut-être, je vois clignoter. Je vais laisser M. Grégoire gérer ça. Tout au long de Madame notre Manger, présentation, oui. je m'excuse de vous interrompre. Peut-être à un de vos collègues, on a demandé si on pouvait mettre les liens sur le chat parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de les voir. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Yvon ou Étienne pourraient mettre les liens, s'il vous plaît. Merci. Oui, je viens d'ajouter à Et tout au l'instant le long de la lien. participation, oui, je m'excuse, Yvon. Ah, désolé. Oui, c'est ça, vous avez le lien du Geniali, la présentation. Parfait. Et je vous invite tout au long de la présentation, ça peut être également après notre présentation, de vous rendre sur ce mur Padlet-là et de mettre un petit commentaire, de nous faire part de vos coups de cœur sur les différents outils, différents éléments présentés aujourd'hui. Donc, je pourrais y revenir à la fin du temps. Alors, les cours du récit pour le secondaire. Le récit est très actif. Hein? Alors, nous avons eu le mandat de produire 7 cours de formation à distance, des cours de sanction, donc des cours de 4e et de 5e secondaire. Ces cours-là sont suivants. Alors, on a sciences et technologies, histoire du Québec et du Canada, arts plastiques, maths, séquences sciences naturelles pour la 4e secondaire. Et du côté de la 5e secondaire, on va parler du cours d'anglais langue seconde, français, et le cours d'éthique et culture religieuse qui sera éventuellement remplacé par un cours lié à la citoyenneté. Donc, ce cours-là, le développement a été mis au ralenti là, dans le but d'attendre ce qui va résulter là, du nouveau cours pour la citoyenneté qui va arriver dans quelques mois. Ça va jusque-là? Je sais que je vais vite. On a beaucoup d'informations pour vous aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter quelques extraits de contenu de cours. Alors, à l'écran, il y a des images vidéo, etc. Le son, ce n'est pas grave pour l'instant. Alors, dans nos cours, ou dans nos modules de cours, il y a toujours des vidéos engageantes. Donc, un style qui est jeune, qui va rejoindre nos jeunes de 4e, 5e secondaire, là, un esthétique YouTubers un peu. Alors, ça, c'est un exemple de contenu de cours en français. On a également des espaces virtuels. Je vous présente un extrait du cours de sciences où on se promène dans un laboratoire. Les apprenants à la maison vont également recevoir une trousse de matériel physique pour expérimenter comme s'ils le faisaient en classe. Donc, du côté virtuel, du côté réel en classe, ça va se refaire également à la maison. On accorde également une grande valeur à la culture québécoise dans le développement de contenu de cours. Donc, ici, on voit un extrait du cours d'art plastique. On va avoir également des références culturelles, évidemment, en histoire, en français, en anglais. Donc, pour nous, c'était très intéressant de penser à tout ça. On favorise également les échanges entre les apprenants. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en formation à distance qu'on est isolé, qu'on est en vase clos. Non, nous, on favorise le contact humain pour que ce soit toujours présent. L'équipe d'anglais qui ont conçu le cours d'anglais a expérimenté des activités dans lesquelles des jeunes étaient invités à discuter et à travailler ensemble à distance dans le cadre d'un outil qui est lié à notre plateforme d'apprentissage. Donc, c'était des échanges très enrichissants et les gens qui ont expérimenté du côté de l'anglais ont été là, très, très, très enthousiastes face à ça. On accorde également une place à la ludification. On sait très bien que c'est un élément de motivation et d'engagement très grand chez les apprenants. Donc ici, on a un extrait du cours d'histoire où on a un escape room, un jeu d'évasion. Donc l'apprenant doit se promener à travers différentes pièces d'un édifice qui est en feu, récolter des clés, ouvrir des documents et évidemment, l'apprentissage de façon ludique est très, très, très présent et pas seulement en histoire. Donc, on a ça dans les contenus de cours développés par nos équipes.
Je poursuis également par la rétroaction personnalisée. Donc, nos contenus de cours, l'environnement numérique d'apprentissage nous permet, dans nos contenus de cours, d'avoir des rétroactions personnalisées. Ici, on a un exemple en mathématiques où l'apprenante qui est là va résoudre un problème mathématique et va se voir remettre une rétroaction personnalisée qui est automatisée. Alors ça, c'est très intéressant. C'est en français, ça pourrait être repris en anglais. Donc, la rétroaction personnalisée, c'est l'une des forces de nos cours. Alors, toutes nos équipes conçoivent leur contenu de cours, se concertent. Donc, ce qui est amené comme idée par l'équipe, exemple, d'anglais, peut être reprise par l'équipe de maths ou l'équipe de sciences. Alors, tout ça, c'est une belle concertation dans le but d'avoir un environnement numérique et des contenus qui sont très riches. Alors, les enjeux, pour avoir de tels contenus de cours, bien, il a fallu réfléchir à bien des enjeux, bien des choses. Alors, nous avions en tête le souci, l'autonomie des centres de services scolaires de nos anciennes commissions scolaires et l'autonomie des enseignants. Donc, pour nous, ça, c'est très important. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin. On a également en tête d'offrir des contenus qui sont libres. Donc, les enseignants pourront les utiliser, les adapter, les mettre à leur couleur. On avait également comme souci d'avoir des contenus courts qui sont utilisables sur différents appareils, tablettes, téléphones, ordinateurs de table. On accorde également beaucoup de place à l'accessibilité universelle en éducation. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Et sur le choix de la plateforme, c'était un enjeu important. L'environnement numérique d'apprentissage que nous avons ciblé, que nous avons choisi, c'est Moodle. Nous avons une question, je crois, M. Grégoire. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main, là, on vient de voir. Alors, la personne qui a levé la main, vous pouvez peut-être prendre la parole. Je pense que c'était peut-être juste un test. On va juste continuer, puis on invite les gens à présenter leurs questions à travers du clavardage que je vérifierai si quelque chose j'interromprai. À vous, Madame. Merci. Merci. Alors, l'autonomie des centres services scolaires, chacun a sa couleur. Ce qu'on veut dire, l'image que j'ai choisie ici, c'est qu'on va proposer des contenus de cours en entier à ces gens-là. Donc, et l'enseignant pourra dire, ben moi, cet exercice-là, cette activité-là, cette SAE-là, ça me plaît et je vais l'adapter. On va pouvoir aussi, pour ces enseignants-là, l'ensemble du contenu, mais ajouter ce qui est là à ce qu'ils font déjà, donc ce qu'ils ont déjà en classe pour être bonifiés par ce que nous avons proposé. Je passe ici. Nos contenus, comme je le mentionnais, seront sous licence Creative Commons, donc seront libres. Ça va permettre également de pouvoir les adapter, les traduire. Et ce n'est pas seulement que les contenus courts qui seront, mais également les plugins, donc les outils technologiques développés pour Moodle. Donc, je vais vous en parler dans quelques instants. Et tout ça dans le respect des droits d'auteur. Donc, nous avons des autorisations d'utilisation d'œuvres, nous avons des permissions spéciales, ou encore ce sont des contenus ou des images vidéo libres de droit, etc. Donc, nous avons tout ça en tête dans la production de nos contenus. Je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. C'était un enjeu important pour nous qu'un élève qui travaille sur sa tablette ou sur un ordinateur de table ait accès à la même qualité de cours. L'accessibilité universelle. Alors, nous, on veut les cours qui soient développés, c'est une recommandation qui nous est du ministère, puissent être utilisables par la plus grande quantité d'apprenants possible. Alors, on a avec le ministère, ressorti certains niveaux d'accessibilité et à court terme. Donc, dans un premier temps, vous pourrez cliquer là, puis le voir en plus grand quand vous serez là, à main d'utiliser la présentation. Donc, nous avions à court terme à atteindre le niveau 1. Donc, c'est de l'ordre que nos contenus soient accessibles pour une synthèse vocale, que les images aient un descriptif, etc. Donc, vous pourrez lire tout ça, mais je voulais vous en faire part pour que parce que c'est un enjeu qui est important pour nous. Le choix de la plateforme Moodle, M. Grégoire, d'entrée de jeu, l'a très, très bien résumé. Alors, c'est
un Learning Management System qui est open source, qui est gratuit. Il est sécuritaire, il est utilisé par une vaste communauté, donc il est soutenu par cette vaste communauté-là. Alors, en plus de ça, c'est une plateforme qui est évolutive. On peut lui ajouter des développements, des plugins, des outils technologiques tels que ceux qu'on a produits. Et c'est une plateforme qui est conforme aux standards du web et de la formation en ligne. L'une de mes présentations, une de mes images préférées dans notre présentation, c'est pour ceux qui connaissent Moodle, puis là je grimace un peu en le mentionnant, en quoi Moodle peut-il être wow? Ah, on entend dire, bon, Moodle, c'est ci, Moodle, c'est ça. Moodle, c'est pas très beau. Hein? Moodle, c'est une longue empilade de ressources, un texte, un PDF, une vidéo, etc. Ça, c'est le Moodle actuel que vous connaissez. Le Moodle du SN n'est pas celui qui vous donne des cauchemars, c'est vraiment celui qui va vous donner le sourire. Et c'est nos développements technologiques qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes qui vont sans doute vous rendre le sourire. Alors pour ça, on a conçu des outils. On va vous parler d'un thème récit, d'un format de cours récit, d'un filtre récit, un éditeur de contenu, d'une aide à la rédaction et la révision, d'un cahier de traces de l'apprenant, d'outils diagnostiques, de tableaux de bord. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les forces de Moodle et on les a bonifiées, amplifiées. On les a vraiment rendues wow. Et on a travaillé sur les contraintes. On sait que Moodle, c'est souvent l'apparence qui est un petit peu répulsive pour plusieurs utilisateurs. Donc, on a travaillé sur ça. Je clique ici. Vous pourrez le faire de vous-même par la suite pour vous conduire sur cette page-ci qui a été publiée seulement il y a 8 jours, donc ça fait une semaine et quelques heures, où on a la documentation Moodle. On a 4 de nos premiers développements techniques, de nos outils plugins qui sont publiés et qui sont disponibles pour vous. Donc, vous allez pouvoir les télécharger ici. Et vous avez un guide de conception FAD qui vous indique de façon technique comment vous y prendre. Donc, vous pourrez aller jeter un œil à cette page-là sous peu. Donc, mettons en relief la force de Moodle qui est le suivi des apprenants versus la contrainte sur laquelle on s'est penché, l'apparence. Ce sont maintenant mes collègues Yvon et Étienne qui vont prendre la relève pour vous présenter ces développements techniques-là. Donc, moi, je vais cesser mon partage d'écran. Vous pourrez avoir accès à ces vidéos-là qui vont vous présenter. Eux, ils vont vous le faire live, mais on a placé des vidéos qui résument tout ça dans notre présentation. Alors, à vous, messieurs, je ferme mon micro et je vous laisse aller pour un... C'est bon, Nathalie. Donc, je vais débuter avec les 4 premiers sujets. Donc, on va utiliser un partage d'écran. Ici, vous me confirmez si ça fonctionne bien, le partage. Vous devriez voir oui, très bien. ça fonctionne. Modèle de cours Boost, c'est bien ce que vous voyez à l'écran? Super. Donc, ce qu'on aperçoit ici, mon premier sujet, ça va être le thème. Donc, le thème Moodle, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, on a le thème par défaut de Moodle, le thème Boost. Donc, c'est un thème qui montre à l'écran une longue liste d'activités qui sont offertes aux apprenants et assez épuré, on le voit, blanc, pas trop coloré, avec un menu sur la gauche. Le thème, habituellement, Moodle offre une multitude d'informations à l'utilisateur. Souvent, les nouveaux utilisateurs sont un peu perturbés par la grande quantité d'informations qui s'y retrouvent. Donc, je vais vous présenter le thème qui a été développé par le récit. Je vais utiliser pour ça les cours d'anglais, par exemple. Tiens. Donc, la différence qu'on observe dans un premier temps, c'est l'absence des panneaux latéraux. Donc, on voit ici la section centrale qui met l'emphase sur les contenus à diffuser aux gens. Ce qu'on retrouve aussi au niveau du thème, c'est une barre qui regroupe les fonctions essentielles de l'utilisateur. L'élève n'a que le retour ici à la page d'accueil, alors que l'enseignant, lui, a ses contrôles plus avancés. Par exemple, si je clique une activité, ici, par le biais d'un menu, ce qui nous permet d'éliminer la longue liste interminable, je vais y revenir tout à l'heure, et que j'accède à une activité.
mais l'élève peut en tout temps revenir à sa page d'entrée. Donc ça, c'est au niveau de la navigation. Pour l'enseignant, on retrouve au niveau du thème les paramètres. Donc, on les a tous regroupés à l'aide d'un seul bouton. On a aussi le mode édition, ce qui nous permet, ici je vais aller à la page d'accueil, de voir cette fois-ci le cours dans son ensemble afin d'ajouter des activités. Le mode édition qu'on retrouve là, dans Moodle habituellement. Donc, la fameuse longue liste interminable qu'on souhaite évidemment le voir éliminer. Donc, je vais vous parler du format de cours tout à l'heure. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a pour l'enseignant? On a ici les participants. Donc, on voit rapidement quels sont les participants du cours. On peut, grâce à ce raccourci, communiquer aisément avec nos participants. Ensuite, on a un tableau de bord. Étienne, tout à l'heure, va vous en glisser un mot. Les essentiels, donc la notification, les messages, et puis sous l'avatar, toutes les informations liées au compte de l'utilisateur. Donc, c'est une interface qui se veut vraiment épurée pour, comme je l'ai mentionné, mettre l'emphase sur les contenus. Donc, ça, c'est au niveau du thème. Je vais vous parler ensuite du format de cours. Le format de cours, lui, en fait, il s'agit de réunir par le biais d'une barre, ici qu'on aperçoit, toutes les activités afin de les ordonner correctement. Par exemple, dans le cours d'anglais, ici, on a un menu à un niveau. Et lorsque je clique ici la page d'accueil, j'ai la vidéo d'introduction. Ici, c'est une section qui contient une grande quantité d'activités. Mais on le voit, c'est quand même assez épuré, facile à retrouver. Alors qu'en mode édition, on voit l'ensemble du cours. Donc, sans le format de cours, en fait, l'élève verrait le cours sous cette forme. Et ça, c'est ce qu'on désirait éliminer, là. Les concepteurs de cours ne souhaitaient pas voir le cours apparaître sous cette forme. Donc, le format de cours, il offre plusieurs possibilités en ce qui a trait au menu. Donc, on a ici un menu à un niveau. Dans le cas du cours d'histoire, on a un menu sous forme d'image. Je vais enlever le mode édition là, pour vous le présenter correctement. Donc, les élèves, eux, ont une barre, mais aussi, à l'aide d'images, on regroupe sous l'image l'ensemble des activités reliées à une section donnée. Donc, pour ceux qui connaissent Moodle, ça permet de bien hiérarchiser, bien structurer les contenus pour l'utilisateur. Puis finalement aussi, on a développé un peu plus récemment un menu à deux niveaux. Donc, je vous le présente. Ça, c'est un autre modèle disponible du format de cours. Donc, la barre supérieure et lorsqu'on clique certains menus principaux ici, on voit le sous-menu apparaître. Donc, semaine 1, semaine 2, ainsi de suite. Donc, ça permet de hiérarchiser les contenus. Le format de cours, ce qu'il permet, c'est de faire, je vais vous présenter le lien qui existe entre ici les titres de section, par exemple dans plan de travail de niveau 1, semaine 1 de niveau 2. Donc ça, on ne retrouve pas ça dans Moodle par défaut. On n'a pas cette hiérarchie là, avec on voit ici les activités qui sont, les sections qui sont indentées. Donc, c'est ce qui permet, ce format de cours-là, d'obtenir ce résultat. Sans ce format-là, ce ne serait pas possible d'avoir une barre de menu comme celle qu'on aperçoit. Donc, ça, c'est vraiment ce qui distingue le format de cours qu'on a développé. Au niveau de l'accessibilité, tout à l'heure aussi, Nathalie nous faisait part des préoccupations par rapport au responsive, je cherche le terme en français, le fait que les contenus puissent s'adapter aux écrans. Donc, je vais vous en faire une brève démonstration. Si je reviens au cours d'anglais et que je sélectionne une activité, ici, bien, on peut voir si je transforme mon affichage afin que ça représente un téléphone cellulaire, bien, on voit que les contenus s'adaptent parfaitement. Donc, c'est comme ça ici que le problème est résolu. On va voir tout à l'heure de quelle manière on s'y prend pour créer des pages qui ont cette apparence. Ensuite, le troisième point, c'est le troisième plugin que nous avons développé, c'est le filtre d'activité. Le filtre d'activité, en fait, c'est un code d'intégration
qui consiste à générer parfois le nom de l'utilisateur afin que l'expérience soit plus personnalisée. D'autres fois, il s'agit de lier, je vais trouver un exemple qui nous permet de bien le comprendre. Ici, une activité. J'ai un meilleur exemple, tiens, celui-ci. Donc, l'activité 4, ici, si je me place en mode édition, bien, par défaut, Moodle, ce qu'il nous offre, ce sont des pictogrammes avec des titres sous forme de liste, alors que le filtre d'activité permet, à partir d'une apparence de type web, de lier avec le même nom l'activité. Donc, si je clique ici, je me trouve à avoir fait la même opération que si j'avais cliqué un peu plus bas ici. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, le filtre d'activité? C'est une interface beaucoup plus agréable, puis une organisation des contenus qui est supérieure. Finalement, l'éditeur HTML. L'éditeur HTML, ça, c'est le quatrième plugin qui permet de faire en sorte que les pages aient l'apparence d'un site web. Il faut savoir que lorsqu'on édite ou qu'on crée une nouvelle activité dans Moodle, par exemple, une page, là, ici, bien, tout ce qui s'offre à nous, c'est le fameux éditeur Atto. Donc, la possibilité d'écrire du texte, ajouter des images, mais ça n'a rien à voir avec, évidemment, l'apparence d'un site web. Il faut savoir que Moodle, comme Moodle a en lui on appelle ça un framework en anglais, je cherche l'équivalent en français, c'est Bootstrap 4, qui est un ensemble de codes qui permet d'avoir des sites web là, actuels. Donc, toute la partie codage est incluse dans Moodle, mais l'éditeur, lui, n'est pas présent. On aimerait bien avoir un visuel comme celui qu'on aperçoit, mais ce n'est pas possible, bien qu'en arrière, la plateforme le permette. Donc, nous, ce qu'on a créé, c'est ici, lorsqu'on clique sur ce pictogramme-là qu'on ajoute ici, grâce à notre plugin, on a créé l'interface qui permet, pour ceux qui connaissent Google Sites ou WordPress, ce sont des outils qui sont munis d'éditeurs. Donc, les éditeurs sont de type glisser-déposer. Donc, c'est ce qu'on a créé et c'est ce qui permet, comme ça, de créer une interface utilisateur dont l'apparence est rehaussée. Je vais faire très brièvement parce que le temps est compté. Donc, je vais tout simplement glisser, par exemple, un premier bloc ici. Donc, on voit par la méthode glisser-déposer que différents contenus, des textes. Donc, on a presque tout ce qui est disponible dans Bootstrap présentement. Donc, des titres, des paragraphes. Donc, c'est plutôt élémentaire. On peut, par exemple, ajouter une carte pivotante, une image, une vidéo intégrée. Donc, si je prends, par exemple, une carte avatar. Donc, on aperçoit ici un visuel qui se crée, qui est beaucoup plus attrayant qu'un contenu créé à l'aide de la barre à taux. En plus de ça, il y a beaucoup de contenus qui sont disponibles, qui peuvent être intégrés dans Moodle. Prenons l'exemple des fameuses activités interactives H5P ou encore le Genially qu'on utilise présentement avec vous. Donc, si on glisse et dépose un bloc, prenons ici intégration HTML, puis qu'on le place à l'intérieur, ici comme ça, on aperçoit ici un Genially qui se trouve automatiquement avoir été intégré dans la fameuse page. Donc, ça se veut très convivial. Et ce que ça permet, bon, disons que vous constatez mes faibles talents d'artiste, mais ce qui est possible, c'est d'avoir quelque chose de qualité sans avoir l'aide d'un intégrateur web, parce que c'est requis pour un travail comme celui-là. Donc, lorsque vous créez des cours, c'est possible, grâce à cet éditeur, d'avoir un visuel de qualité supérieure, sans l'aide d'un spécialiste. Voilà. Donc, je vais céder la parole à Nathalie. Nathalie, si tu veux bien cesser le partage de mon écran. Ah, ici, je crois l'avoir arrêté. Oui, voilà, c'est fait, c'est fait.
Vous m'entendez? Oui. Alors, ce serait maintenant au tour d'Étienne de compléter avec les autres outils. Après ça, bien, moi, je fais vite un topo là, sur ces développements-là pour enchaîner vers la fin parce qu'on sait que le temps est compté. Là, il est déjà 12h34 ici, heure de Québec. Alors, à Étienne, merci. Alors, bonjour tout le monde. Je commence par vous parler de nos développements qu'on a mis en place. C'est pas le fruit du hasard que ces développements-là sont arrivés. C'est à étudier comment est-ce que nos concepteurs de cours travaillent et en écoutant les besoins qu'ils nous ont mentionnés, qu'on a développé ces différents outils-là. L'outil, moi, je travaillais dans Moodle, puis Atto me suffisait avant, jusqu'à ce que quelqu'un me dise hey, Moodle, Étienne, c'est très laid. Donc, on s'est dit, si les gens pensent ça, ça coupe de l'attrait au cours, ça diminue la motivation. Donc, organisons-nous pour que les gens puissent produire un contenu qui est plus agréable. Autre chose qui est intéressant, qui vont passer rapidement, si vous êtes un utilisateur Moodle, vous alternez souvent entre le mode édition et le mode, comment on l'appelle? Pas édition, disons. Donc, c'est très long. On a fait développer un raccourci clavier, CTRL-ALT-E. Le mode édition s'active, le mode édition se désactive. Et si vous travaillez souvent dans Moodle à intégrer des contenus, vous pouvez sauver presque une demi-heure par semaine à utiliser cette fonction clavier-là au lieu d'aller chercher le bouton en haut. Monsieur Roy, est-ce que c'est possible que votre écran ne soit pas partagé? Oui, je vous parle présentement. Je ne OK, partage d'accord, pas mon excusez-moi. écran encore. J'y arrive, j'y arrive. Donc, après les outils qui vont vous présenter, moi, je vais vous parler d'outils, d'un outil de plus d'aide à la rédaction. Quand on est dans une démarche traditionnelle de conception de cours en ligne, on va commencer par rédiger son contenu dans un document Word, dans un Google Doc ou dans un document partagé. On va l'envoyer en révision linguistique. Après ça, on va aller expérimenter avec des élèves, voir si ce qu'on a développé tient la route. Et par la suite, bien, nos élèves vont nous amener des commentaires. Les enseignants qui ont expérimenté avec les élèves vont nous amener des commentaires et on va avoir des corrections à effectuer sur nos documents. Une fois ces corrections effectuées-là, il faut retourner en révision linguistique et c'est un processus qui est assez long. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens puissent modifier directement dans Moodle. Donc, une première révision qui se fait dans Word, dans un Google Doc directement, mais que par la suite, les changements apportés au texte par les auteurs soient facilement accessibles aux réviseurs, qu'il n'y ait pas besoin de se retaper toute la relecture de tous les documents, que ça soit fait automatiquement. Donc ici, si vous voyez mon écran, donc la partie de gauche, la partie de droite et la nouvelle. La partie de gauche est l'ancienne version, la partie de droite est celle qui a été modifiée, et ça, c'est la partie de droite, complètement à droite, et le rendu final. On voit ici, j'ai ajouté 2 points d'exclamation à ma page. Donc, c'est beaucoup plus rapide pour le réviseur linguistique et pour l'auteur qui n'a pas besoin d'indiquer où est-ce qu'il a fait ses changements. Et s'il travaillait dans Word, on le verrait automatiquement, mais il faudrait réintégrer par la suite. Donc, on fait tout ça dans Moodle. C'est plus efficace à notre sens. Autre chose aussi, quand on travaille dans un cours en ligne puis on est soucieux de l'accessibilité, les images doivent avoir une description. Les gens sont normalement assez rigoureux et vont ajouter la description, mais parfois, il y en a qui sont omises ou qui sont oubliées. Et c'est un processus long et fastidieux de trouver quelle image a une description et quelle image n'en a pas. Donc ici, on a un outil qui va balayer la page, qui va trouver les images et qui va vérifier celles qui ont une description qui n'en ont pas pour qu'ils soient accessibles aux lecteurs pour les non-voyants. Ce sont nos 2 outils qui sont présentement développés pour supporter la rédaction. En français, souvent, ce qui est offert, quand on veut mettre un guillemet, le guillemet le plus facile à mettre, c'est le guillemet anglais. Donc, souvent, les claviers n'offrent pas le guillemet français où il faut faire une combinaison de touches pour avoir accès. Donc, les gens écrivent rapidement, mettent un guillemet français et de demander un guillemet anglais, demander à un réviseur linguistique de corriger des guillemets. On trouvait ça long et plat de payer pour ça. Donc, la fonction n'est pas là, mais on a une fonction qui recherche les guillemets anglais dans le texte, qui va poser la question, est-ce que c'est vraiment un guillemet anglais que tu veux mettre là?
et qui remplace par un guillemet français. Donc, c'est une façon de sauver beaucoup de temps. On a d'autres outils dans cette lignée-là, les espaces insécables avant les 2 points, et ainsi de suite, qu'on est en train de développer là, pour que ça se corrige tout seul, qu'on n'ait pas besoin d'avoir un humain qui fasse ça. Autre chose dans Moodle qui était difficile, c'est d'amener un élève à prendre des notes structurées. Moodle, ça présente du contenu, ça peut faire des bons examens, des bons quiz là, sur lesquels on peut avoir de l'information sur l'élève. On peut recueillir des devoirs, on peut le faire collaborer dans un wiki, dans un forum. Mais amener l'élève à prendre des notes juste pour lui, qui vont être regardées par son enseignant, c'était difficile. Donc, on a développé ce qu'on appelle le cahier des traces. Le cahier des traces permet au rédacteur de cours ou à l'enseignant d'insérer des boîtes des éditeurs à l'intérieur d'une page de cours. Ici, c'est un cours d'anglais qu'ils vont vous montrer tout à l'heure, où on demande à l'élève de venir compléter ses notes dans la page. Donc, c'est un filtre de texte qui va venir placer une boîte où on peut écrire le texte. L'élève sauvegarde sa note et elle est conservée. Et lorsqu'il revient à cette page-là, elle est réaffichée. Ces notes-là sont conservées dans une activité Moodle qui se nomme le cahier des traces. Donc, le cahier des traces, ça, c'est la version enseignant. Donc, je suis dans l'activité d'anglais « Who inspire you in your everyday life ». Excusez mon accent. Et ici, je vois que l'élève a inscrit une note à la première note de la page, la deuxième et la troisième. Si je voulais, comme enseignant, je pourrais aller modifier la note ou ajouter mon commentaire, offrir une rétroaction à l'élève. De même, pour le rédacteur du cours, on pourrait avoir une réponse suggérée pour l'enseignant, donc une espèce de corrigé où l'enseignant pourrait aller tirer des indices là, de rétroaction à faire à l'élève. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans Moodle. Autre chose aussi, quand vous avez vu tout à l'heure, quand l'élève fait save, bien là, c'est en anglais quand il fait enregistrer, si le concepteur de cours ou l'enseignant l'a configuré, il peut avoir une rétroaction automatique qui va lui être envoyée. Donc, ça pourrait être, as-tu pensé à ceci ou cela pour ta note? Donc, c'est le cahier des traces de l'élève. L'élève a une interface semblable à ça ici. Et si, à la fin d'un chapitre, il veut avoir l'ensemble de ses notes, bien, il génère un PDF avec la question, la réponse, puis la rétroaction de l'enseignant s'il y en avait une. Donc, ça devient facile d'étudier. Et l'enseignant ou le concepteur de cours a pu placer les zones où il voulait que l'élève prenne des notes un peu partout là, dans les pages de cours. Partout où on peut mettre du HTML, on peut mettre une zone de prise de notes. Donc, c'était un besoin de nos équipes de rédaction de pouvoir amener les élèves à prendre des notes. Les gens de mathématiques sont plus... mathématiques, c'est le cas de le dire, avaient besoin d'avoir des informations sur les performances des élèves pour savoir qu'est-ce que l'élève maîtrise, qu'est-ce que l'élève ne maîtrise pas. Et Moodle, à notre sens, est un peu limité là-dessus. Si on utilise le quiz, je peux avoir un résultat du quiz au complet, donc savoir si l'élève a réussi ou échoué le quiz et à quel niveau il a échoué. Je peux avoir un résultat question par question, donc savoir que la question 3, la question 7 et la question 10 est échouée et que les autres ont réussi. Mais je ne peux pas, à partir d'un même questionnaire, réunir des questions et faire un diagnostic par sujet. Donc, nous, on a développé ce qu'on appelle ça sera pas long, le diagnostic de tag. Autrement dit, chacune des questions d'un questionnaire est taguée. Dans ce cas-ci, c'est le résultat du diagnostic. Chacune des questions est taguée
Dans ce cas-ci, c'est par rapport aux stratégies de lecture. Donc, il y avait 2 ou 3 questions qui portaient sur identifier l'idée principale, 2 ou 3 questions qui portaient sur l'inférence analogique, l'inférence causale et ainsi de suite. Et lorsque l'élève complète le questionnaire et que le questionnaire est corrigé, eh bien, les questions sont pondérées par rapport au tag qui était associé à la question. Et ici, c'est le rapport de l'enseignant qui peut voir rapidement où se situent les forces et les faiblesses de son groupe ou de son élève dans la classe. Donc ici, si je regarde donc de façon très rapide, j'ai mon portrait, je peux voir qu'il faudrait que je retravaille en grand groupe l'idée principale du texte, alors que l'inférence logique et l'inférence pragmatique, c'est mieux maîtrisé. Donc, je pourrais faire des interventions individuelles avec mes élèves sur ça ici. Donc, à notre sens, c'est quelque chose de très puissant, ce développement-là. Ça donne une poignée pour agir pour l'enseignant à partir d'un questionnaire. Il peut savoir où sont les forces et les faiblesses de son élève. Ça, c'est la partie du questionnaire. On a un diagnostic de tag qui s'offre pour le cours au complet. Autrement dit, je pourrais évaluer mes élèves au début de l'année sur les stratégies de lecture, à la mi-année et à la fin de l'année. Et mon diagnostic de tag pourrait me montrer leur progression par rapport à leur cheminement dans l'année. On a aussi développé une condition d'accès à des activités qui est basée sur la performance au diagnostic de tag. Autrement dit, supposons qu'un élève ici est en échec dans l'idée principale, bien, il y aurait une activité qui lui serait proposée automatiquement qui viendrait retravailler ce concept-là avec lui. Donc, si l'élève est en échec ou s'il est en très grande réussite, on pourrait lui proposer une activité d'enrichissement pour qu'il puisse aller plus loin dans ses apprentissages. Donc, c'est pour notre diagnostic de tag. Moodle, quoique à la base n'étant pas très joli, avec de grandes forces, il permet d'avoir des données sur les élèves, mais ces données-là sont difficilement accessibles. Donc, si vous voulez avoir accès aux notes de l'élève, il faut que vous ayez dans un menu en bas à gauche. Si vous voulez avoir accès à la présence de l'élève, c'est dans un autre menu en haut à droite. Donc, c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Donc, on a développé notre tableau de bord qui permet, il est encore en développement, qui permet d'avoir les informations sur les élèves ou sur les groupes. Donc ici, on a un tableau de bord, c'est un cours d'histoire, je crois, où j'ai les différents groupes qui suivaient le cours. Dans la roue de gauche, j'ai la progression dans le cours. Dans la roue de droite, j'ai les notes de l'élève. Donc, la roue de gauche, excusez-moi. Ici, je peux voir que mon groupe avance bien. J'ai seulement 4,2% des élèves qui sont en retard. Et les autres suivent le rythme. Cependant, au point de vue des résultats, j'ai 28% des élèves qui progressent bien. J'en ai 43,8% qui sont dans la zone à risque qu'on a définie entre 60 et 70%. Et j'en ai 28% qui sont en échec. Donc, dans ce groupe-ci, j'aurai des interventions à faire. Ça me permet d'avoir un portrait de mon groupe. Si j'ai plusieurs groupes, donc ça me donne un portrait d'un coup d'œil rapide, je peux savoir comment ça va. Si je clique sur, mon groupe, bien ici, j'ai la progression des élèves un par un. Quand est-ce qu'il a terminé, qui était la dernière fois dans le cours. Si j'avais des diagnostics de tag, ils seraient affichés ici. Donc, je pourrais voir comment mes élèves performent là, selon les différents sujets que j'ai déterminés dans mon cours. Et ici, je clique sur un élève. Bien, il n'a pas fait d'activité. Bien, ici, j'ai l'avatar de l'élève et j'ai différentes informations. Donc, ça fait plus que 5 jours que AA ne s'est pas connecté. Il n'a pas signé son contrat d'engagement. Là, il n'y a pas d'activité en retard et il n'y a aucun courriel en attente. Donc, dans une seule page, on est capable d'avoir beaucoup d'informations pour faire notre suivi d'élèves. J'ai accès au rapport de l'évaluateur, donc les notes
de Moodle dans la même page, ce qui m'évite de chercher où se trouvent les différentes informations que Moodle peut nous fournir. Donc, ça fait le tour des 4 développements qu'on a mis en place. On est en train de raffiner ces différents plugins-là. Ils devraient être disponibles au cours des prochaines semaines ou mois. Je te repasse la parole, Nathalie. Alors, merci à Yvon, merci à Étienne. Le temps file, alors moi je retourne en partage d'écran pour la suite. J'y suis à l'instant. Voilà. À notre présentation ici. Donc, vous aurez le résumé de ce que les gars viennent de présenter, donc le terme récit, le format de cours récit qui permet une structure cohérente dans les cours, le filtre qui permet de personnaliser avec le prénom de l'apprenant son avatar. On a également présenté qu'il y avait des outils intégrables à Moodle qui étaient disponibles facilement. On vous a parlé de l'éditeur de contenu qui rend le contenu vivant et actuel à la saveur 2020 des sites web. On vous a parlé d'un outil d'aide à la rédaction et à la révision. De plus, on vous a présenté le cahier de traces de l'apprenant qui permet à l'enseignant de suivre facilement et à l'apprenant de faire imprimer et de consulter ses notes au besoin. L'outil diagnostic qui est un outil très puissant pour l'enseignant. Le tableau de bord également, un autre outil puissant pour l'enseignant. Donc, vous pourrez revoir, j'ai mis les petites bulles info avec des explications ou des vidéos complémentaires. Alors, on a d'autres développements techniques à venir et des collaborations en cours. Alors, on va parler éventuellement d'un parcours personnalisé. On va parler également d'intelligence artificielle dans les contenus de cours et dans la façon d'interagir avec les apprenants. On va parler de ludification et un kit d'installation qui va permettre aux établissements, aux organisations scolaires d'installer facilement nos plugins, nos développements techniques. On est en train de collaborer avec différents chercheurs puisque la formation à distance au secteur des jeunes est très jeune, hein, c'est très nouveau. Et en période de COVID, bien là, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a plein de gens qui se sont intéressés à la formation à distance. Donc, pour nous, c'est très intéressant et les chercheurs aussi travaillent fort à faire des liens avec tout ça. Je termine en quelques instants la naissance du SNRécifAD et du projet pilote, de même que nos mandats. Je passe rapidement sur cette diapo-là. Il y a beaucoup de contenu, mais tout ça pour vous dire que notre Service national du récit de la formation à distance est très jeune. On est là depuis novembre 2018. C'est suite au plan d'action numérique en éducation. Il y a eu la possibilité d'avoir un projet pilote en formation à distance au secteur des jeunes. Donc, c'est clair qu'avec la COVID actuellement, ce projet-là, il est en révision. Donc, le plan, le calendrier d'implantation est en révision. On est en train de faire actuellement de l'accompagnement des commissions scolaires, des établissements, des enseignants qu'on prévoyait faire plus tard seulement au mois d'août-septembre. Donc, tout ça là, est en révision comme calendrier d'accompagnement et d'implantation du projet pilote. Donc, rapidement ici, le projet pilote initialement était destiné aux enfants qui reçoivent soit de l'enseignement à la maison, des enfants qui n'ont pas accès à certains cours. On parle des enfants qui sont en région éloignée. On parle également d'enfants qui, dans leur école, auraient besoin d'un cours particulier, mais qui n'est pas offert, donc qui pourrait être suivi à distance en compagnie d'un autre enseignant. On parle d'élèves hospitalisés ou en convalescence. On parle de nos sportifs de haut niveau, etc. Donc, le projet pilote s'inscrivait initialement pour cette clientèle-là. Nos mandats, bien, M. Grégoire les a présentés rapidement en début, puis il les a très bien résumés. Donc, mettre en place un environnement numérique d'apprentissage, accompagner les récits disciplinaires, donc français, anglais, histoire, etc., dans la conception de contenu de cours. On a à former les acteurs des établissements scolaires à l'implantation du projet pilote. Collaboration avec les chercheurs et diffuser des pratiques probantes en formation à distance. Je vais vous en parler dans quelques instants.
Alors, le projet pilote du ministère, ce n'est pas seulement les contenus de cours dont on vous parle et la plateforme Moodle. Donc, le projet pilote du ministère, il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que ça. Donc, on parle apprentissage en braille, téléenseignement, collaboration en synchrone, asynchrone avec Fadio, robot de téléprésence, etc. Donc, le projet pilote, ce que nous, on fait, c'est une infime partie de ce grand projet pilote-là, de nos 7 cours en développement dont je vous parlais tout à l'heure. L'expérimentation du projet pilote, je vous le mentionnais aussi précédemment, c'est en révision. On s'entend que tout est chamboulé présentement, donc vous aurez plus de nouvelles au cours des prochaines semaines, prochains mois. Les autres productions de notre équipe et place aux questions par la suite. Alors, la documentation Moodle, c'est ce que les gars nous ont présenté tout à l'heure. Je vous ai fait cliquez sur cette page-là où vous avez tous ces documents-là qui sont présents pour vous aider à télécharger et installer. Nous offrons une grande quantité de formations. Donc, si vous consultez notre site web recifad.ca, vous y aurez accès. Je ne prends pas le temps de cliquer. Ici, nos articles, nous avons publié plusieurs articles. Il y aura un site national de distribution des modules de contenu d'apprentissage. Celui-là, je vais vous le cliquer. Alors, c'est sur cette plateforme-là que seront disponibles les contenus de cours à venir. Et je termine avec des infographies. Alors, nous avons produit au cours des dernières semaines, des derniers mois, plusieurs infographies qui sont disponibles sur notre site web. Donc, les liens sont ici. Alors, les bonnes pratiques à la maison pour un apprenant, la visioconférence à la maison, donc la netiquette tant pour l'enseignant que pour l'apprenant. Alors, ces infographies-là sont très, très utilisées. Ils ont été très appréciés, très bien reçus. Nous avons eu des établissements scolaires qui nous ont demandé est-ce qu'on peut le mettre à l'agenda l'an prochain de nos élèves. Nous avons d'autres organisations qui nous ont demandé de les utiliser, donc ça nous fait plaisir. Vous pouvez les diffuser, les utiliser. Elles sont également disponibles en anglais. On les a fait traduire pour nos enseignants d'anglais ou pour la communauté anglophone. Et chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe, un début, un combat, une victoire. Donc, depuis 1 an et demi, 2 ans, on est là-dedans, ça va très bien. On est très enthousiaste de la réaction là, de la publication de nos plugins. Les gens sont très heureux. On a hâte de voir des gens qui vont les expérimenter puis de nous donner des commentaires. On est là en mode, comment dire, évolutif. On est là pour bonifier, améliorer nos choses. Alors, ça fait le tour rapidement. Il reste très peu de temps pour les questions. Peut-être que vous pourrez dépasser de quelques minutes. Je cesse le partage d'écran dans quelques instants en vous mentionnant que les références de tout ce que je vous ai mentionné se trouvent à la fin de la présentation de Geniali. De même que nos renseignements, nos informations dans le but de nous contacter. Voilà. Merci à tous pour votre présence et votre écoute attentive. J'ai vu qu'il y avait des trucs dans le clavardage. On va prendre le temps de les regarder également. Et la parole est à vous. Merci à tous. Merci à vous trois. C'était littéralement spectaculaire comme présentation. On constate que les investissements du gouvernement québécois dans son plan d'action numérique ont des retombées très intéressantes pour la communauté. On avait une question de M. Miri qui demandait si ces développements techniques-là étaient diffusés et étaient partageables avec les cégeps. Et je tiens à rappeler peut-être l'idée du libre et de l'ouvert, où si on veut, le patrimoine mondial qui est créé par les taxes de tous les gens qui servent à financer les universités, les écoles, qui font des choses qui, plutôt que de garder ces choses-là par chez eux ou cachées à l'abri d'un mur, d'un pare-feu, les retournent à la communauté. C'est ça l'idée de libre et d'ouvert. Et c'est pour ça que je salue vraiment avec beaucoup d'enthousiasme l'initiative et le travail de l'équipe du récit ici de créer des choses et qu'ils retournent à tous. Et sans plus tarder, je pense que je vais vous laisser la parole pour les questions. Alors, ceux qui aimeraient poser des questions, le micro est à vous. Vous avez qu'à vous passer à vous assurer que votre micro est ouvert. Okay. J'aurais une question de Winnipeg.
C'est Julie Mongeon. Bonjour. Ferret. Bonjour. Bien, bravo à votre équipe. On est vraiment contents. Nous sommes 6 de Winnipeg qui avons écouté vos présentations et félicitations. C'est la même question que la personne qui a demandé est-ce que c'est partageable pour le cégep. Nous, est-ce que c'est partageable pour la francophonie hors Québec? Alors, est-ce que vos cours sont explorables? Est-ce qu'ils sont... Les développements sont libres, donc tout le monde peut en profiter. Ça, c'est les développements. Et est-ce que ça inclut aussi les cours tels quels, disons? Ils ne sont pas tout à fait libres, ils sont sous licence Creative Commons, Ouais. là, mais ils sont partageables. Très bien. Oui, quand ils seront disponibles, déposés, là, effectivement. D'accord. Ils sont encore en mode pilote. Est-ce que c'est ça que je comprends? Oui, c'est ça. Ils sont encore en cours d'élaboration. Donc, ils vont être distribués là, au cours des prochains mois. Très bien. Est-ce que vous ciblez aussi d'autres niveaux que 4e et 5e secondaire ou vous visez que ces niveaux-là? Présentement, l'idée, c'était d'avoir les cours de sanction, donc de 4e secondaire, mais si on se projette plus loin dans le temps et que les résultats sont concluants, ben, l'idée, c'était de se rendre jusqu'à la maternelle en descendant, en commençant par le 5e secondaire et de produire des cours pour tous les niveaux inférieurs. Très bien. Et dernière question, par curiosité, avez-vous d'autres collaborations qui sont hors Québec avec d'autres francophones ou c'est vraiment un travail québécois? C'est un travail québécois, effectivement. Ce n'est que notre équipe ici. J'ai fait des présentations au Ludovial, de même qu'au Sommet du numérique dans les dernières semaines, et nous avions des gens de la France et de la Belgique qui ont participé, qui se sont montrés très intéressés par nos développements. Alors, c'est certain, comme on l'a mentionné, ce sera libre, disponible. Alors, on est très heureux de pouvoir faire profiter tout le monde de tout ça. Bien, merci pour vos réponses. Excellent. Il y en aura peut-être d'autres questions. Je les adresserai par la suite. Oui, c'est très merci, bien. Vous avez nos merci. coordonnées. Alors. Oui, excellent. Dans le clavardage? Donc, étant donné que le projet s'adresse à d'autres cibles, à des jeunes en région éloignée, je serais intéressée à savoir si vous aviez réalisé une réflexion sur l'accès à la connexion de qualité nécessaire pour utiliser vos contenus. Est-ce qu'il y a une adaptation particulière de votre approche pour cette cible d'élèves qui ne disposent pas ou qui disposent d'une faible connectivité? Ça a été effectivement envisagé dans nos premières réflexions il y a 1 an et demi. Ça fait partie des préoccupations que nous avions et on se demandait de quelle façon on pourrait avoir un contenu qui est, je mets physiquement mes mains, là, un contenu exportable, on l'installe sur une machine. Là. Donc, ça fait partie de nos préoccupations, effectivement. Messieurs, Étienne et Yvon, vous pouvez compléter. Vous avez le vocabulaire bien plus expliqué, technique. Ce n'est pas encore au point, mais on veut avoir un ensemble de cours qui est livrable là, sur un support physique qui pourrait être installé là, sur un serveur dans une région éloignée, dans un village, où les ressources seraient comme disponibles à partir du serveur du village, puis la connexion pourrait servir là, pour les échanges avec l'extérieur, mais de façon plus limitée, sans avoir de contenu très riche. Madame Anger, en début de présentation, vous avez parlé d'une trousse que vous offrez aux élèves à distance pour les aider à suivre le cours. Est-ce que vous pouvez élaborer sur le contenu de la trousse? Oui. Alors, rapidement, ce que je peux mentionner, c'est une trousse qui accompagne le cours de sciences de 4e secondaire, donc qui respecte les contenus du programme ministériel du cours de sciences. Donc, on aura, exemple, des composantes électroniques parce que ça fait partie du programme, des façons de fabriquer des solutions et également des consignes pour utiliser du matériel maison. Donc,
l'enfant va recevoir à la maison une trousse physique qu'il pourra conserver par la suite, qui va lui permettre d'expérimenter, faire les expériences requises dans son programme. C'est le même principe en art plastique. Donc, l'enfant va recevoir à la maison une trousse physique avec pinceau numéro 003, puis 00, puis etc., tel matériel dans le but de réaliser les activités prévues à son cours d'art plastique. Je me permets aussi de faire un commentaire. J'ai trouvé vraiment extraordinaire le réviseur que vous avez développé pour avoir travaillé dans une équipe de développement de contenu pédagogique comme la vôtre. J'ai jamais vu un tel labyrinthe d'incompétences et d'erreurs quand les gens qui corrigent introduisent des erreurs que les gens qui développent ajoutent au cours après avoir une correction initiale. Au bout de 2 semaines, là, c'est devenu une pieuvre qui est impossible à démêler. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette, là, cet outil-là. Bravo. Merci. D'autres interventions? Peut-être qu'on pourra terminer sur ça, à moins que, gênez-vous pas s'il y en a qui ont d'autres questions. Il est donc 1h05. On a aussi des informations de contact pour Madame Anger et Messieurs Kemener et Roy. Donc, ne vous gênez pas, je crois, de les contacter si vous avez autre chose. Oui. J'aimerais sincèrement vous remercier. Je pense que c'est une contribution vraiment pertinente, vraiment intéressante, particulièrement dans le contexte actuel. Et moi, j'ai le goût de découvrir ce nouveau Moodle pour l'avoir utilisé dans le passé. Effectivement, il était carré et ennuyeux. Ce que vous avez fait, c'est vraiment un passage à l'échelle assez extraordinaire. Bravo à toute votre équipe. Merci. Je vous invite dans le document, vous aviez le lien au début d'inscrire vos coordonnées. Donc, c'est intéressant pour nous autres également d'aller indiquer vos coups de cœur dans le Padlet, vos commentaires. Vous avez les liens. Je crois que mes collègues les ont placés au début du clavardage. Je vous invite à le remplir. Alors, c'est avec plaisir que nous vous offrons tout ça. On espère vous présenter nos autres développements techniques au cours des prochaines semaines, prochains mois. Puis peut-être que l'an prochain, on fera un autre atelier à l'automne ou à l'hiver prochain pour vous présenter toute cette suite-là. Merci. Puis si tout le monde pouvait penser à remplir l'évaluation d'appréciation de l'atelier, je suis sûr que les gens qui présentaient aimeraient la rétroaction. Merci à l'équipe du REFAD pour cette belle invitation, puis toute cette belle série d'ateliers-là. C'est plaisant. Merci beaucoup, Nathalie, à toute l'équipe. Vous avez été super. Depuis Paris, voilà, mes pensées pour vous et ce partage a été exceptionnel. Voilà. Je vais en parler avec mes collègues en éco-gestion et voilà, c'est une belle perspective qui se présente à nous. En France, on galère, je ne vous le cache pas. Très bien, merci. Bravo à tous, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.